Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va commencer et puis les gens nous rejoindront petit à petit. Merci d'être avec nous ce matin pour ce webinaire. L'objectif aujourd'hui, c'est de parler de 5 technos qui sont indispensables à maîtriser pour un consultant Kubernetes. Alors, c'est bien entendu selon vos items, et l'objectif, c'est justement d'en discuter aujourd'hui. On n'a pas la science infuse et il existe plein d'autres solutions qu'on peut mettre en place autour de Kubernetes. On est ensemble là pour 45 minutes et je voulais juste vous donner un petit peu de visibilité. À qui s'adresse en fait ce webinaire? Il y a 2 options. La première option, c'est vous êtes déjà DevOps et vous avez envie d'avoir un retour sur expérience de David, et puis vous voulez partager best practice, ou bien vous êtes intéressé par la culture, vous n'y avez jamais encore touché, ou alors très très peu touché. Voilà, si vous n'êtes pas ingénieur informatique, ce webinaire ne sera pas forcément pour vous. À l'inverse, si vous avez 15 ans d'expérience sur la culture DevOps, vous allez peut-être aussi vous embêter un petit peu. On est ensemble du coup, je vais vous montrer le plan. Est-ce que l'écran est bien partagé là? Voilà. Du coup, on va commencer par se présenter, David et moi, pour que vous sachiez à qui vous avez affaire. Ensuite, je prendrai 1 minute pour vous parler un peu de nos items, en quoi nous on s'inscrit dans une culture DevOps, et je laisserai ensuite très vite la parole à David, qui parlera pendant une trentaine de minutes à peu près. Je reprendrai la main pour vous donner quelques billes, quelques conseils pour monter en compétence sur les pratiques DevOps, et notamment sur Kubernetes. Et puis ensuite, on vous laissera la main, bien entendu. L'objectif, ce sera d'échanger sur ce qui aura été dit. Vous aurez l'occasion de rebondir sur l'ensemble de l'art. On ne va pas prendre les questions au compte-gouttes. Donc, si vous en avez, merci de les écrire dans le chat. Et puis, on reviendra du coup à la fin du webinaire. Sur chaque question, on y répondra dans l'ordre chronologique. Du coup, très rapidement, moi c'est Thibaut, je suis responsable recrutement chez Ositem. Je gère une équipe aujourd'hui de 7 personnes, dont l'objectif est de recruter des techniciens, des administrateurs, des ingénieurs, des chefs de projet, des DevOps, bien entendu, à la fois pour Ositem en interne, mais également pour nos clients. Et donc moi je suis David Le Penven, je suis ingénieur, je suis développeur chez Ositem depuis un peu plus de 9 ans maintenant, avec depuis quelques années une grosse approche DevOps, et de plus en plus maintenant. Voilà. Pour information, ce webinaire est enregistré et il sera accessible en replay. On est parti? Je commence du coup par Ositem pour vous dire qui on est. Nous, c'est 30 ans aujourd'hui, qui fait environ 400 collaborateurs. Ouais. Et on est spécialisé, notre cœur de métier, c'est vraiment l'infrastructure informatique. Et qu'est-ce que j'entends par infrastructure informatique? J'entends qu'on intervient sur toutes les couches de l'infra, du jusqu'à la couche applicative, en passant par tous les classiques, réseau, sécurité, système, serveur, stockage, et j'en passe. Et on vous a également mis quelques technos sur lesquels on intervient, on travaille tous les jours auprès de nos clients. Pour en savoir un petit peu plus sur nous, je vous invite à vous rendre sur notre page de Welcome to the Jungle. Encore une fois, mon objectif, c'est pas du tout de m'étendre sur Ositem, mais voilà, je vous conseille d'être curieux si vous y intéressez, parce qu'il y a pas mal de témoignages de nos ingénieurs, de nos techniciens. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour, et puis en plus, vous trouverez bien entendu les derniers jobs sur lesquels on recrute. Pour un petit peu plus de détails et juste avant de passer la main à David, voilà notre activité. On est capable d'intervenir autour des sujets d'infrastructure, à la fois on-premise et autour de services cloud. Vous voyez, on vous a listé nos 4 activités essentielles, avec l'assistance technique, donc qui consiste à recruter des personnes pour les envoyer en mission chez nos clients grands comptes, des projets au forfait
qui sont menées grâce à nos équipes en interne auprès de multi-clients, de multi-infra, de multi-contextes. Idem pour des solutions d'hébergement, donc on travaille sur du cloud privé comme sur du cloud public, et des services d'infogérance. Et toutes ces activités-là, on va avoir un pôle qui s'appelle le pôle innovation et performance, qui est écrit juste en dessous, et qui va instiller un peu de valeur dans cette activité. Je laisse la main à David. Alors bonjour à tous, encore une fois. Donc, je vais vous présenter le pôle innovation et performance. C'est l'équipe où je travaille chez Ositem. Aujourd'hui, on a plusieurs activités de développement spécifique autour des technologies comme Python sur des gros frameworks du marché. On a également une activité d'intégration de solutions open source autour d'ITSM, de supervision et d'automatisation. On va également avoir une grosse activité de conseil autour du DevOps, et notamment Kubernetes, qui va s'articuler autour de la mise en place de POC, l'intégration complète de solutions, de clusters, ainsi qu'une bonne couche d'administration et d'exploitation. On a une équipe qui est constituée aujourd'hui de 14 personnes, réparties à peu près à moitié-moitié dans ces activités, avec un certain nombre de certifiés à venir et aussi de former sur ces sujets. Voilà, donc aujourd'hui, comme on l'a dit, moi je vais aborder 5 thématiques, 5 technologies autour de Kubernetes et du DevOps. Ce sont des outils qu'on va utiliser nous au quotidien sur nos projets et pour nos clients. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat au cours de la présentation. La première partie, je vais parler d'outils pour développeurs, ensuite une grosse partie sur l'installation d'applications dans un cluster, une troisième partie autour du CI/CD, une quatrième partie sur la sécurité et enfin une dernière partie sur la centralisation des événements. Donc ma première partie, les outils pour développeurs, une partie qui peut sembler un peu anecdotique pour certains, mais que j'ai semblé importante d'en parler, ça va être l'éditeur de code VS Code, qu'il faudra distinguer évidemment avec Visual Studio, ça va de soi. VS Code, aujourd'hui, c'est un gros produit open source, que je juge vraiment indispensable pour la collaboration entre les différents membres de l'équipe. Aujourd'hui, la grande force de cet outil-là, ça va être vraiment une très grande variété de plugins pour lui ajouter beaucoup de fonctionnalités qui vont être mises à disposition de façon officielle par des éditeurs ou par la communauté. C'est un éditeur qui va prendre en charge beaucoup de langages de façon native ou grâce, encore une fois, avec ses plugins. Il va pouvoir s'intégrer avec beaucoup de solutions d'applications tierces. Encore une fois, grâce à son catalogue de plugins, on va pouvoir l'intégrer avec beaucoup de solutions externes telles que Docker ou Kubernetes. Et évidemment, nous, chez Ositem, pour nos administrateurs, c'est un outil qui est devenu indispensable pour vraiment homogénéiser la façon dont vous travaillez nos ingénieurs et nos administrateurs. Cet éditeur, du coup, il permet notamment une très bonne intégration de Docker, tout simplement, la capacité d'interagir avec ses conteneurs en live, la possibilité, par exemple, de naviguer dans le système de fichiers de son conteneur directement depuis son éditeur de code. On va pouvoir accéder aux différentes ressources de son Docker local ou distant, les images des conteneurs, les réseaux, les volumes, etc. Donc ça, c'est assez pratique. C'est assez pratique à utiliser, cette intégration en direct. Un autre exemple de plugin, ça va être l'intégration de GitLab aujourd'hui. Il y a des plugins qui permettent ça, de pouvoir accéder directement à ses tickets et merge requests, par exemple, directement dans son éditeur de code. On va même également pouvoir accéder au statut des tâches de pipeline, le tout avec des raccourcis vers l'interface web qui va derrière. Ici, je parle de pipeline, on réabordera le sujet de toute façon sur la partie CI/CD. Et enfin, ensuite, une intégration évidemment de la syntaxe et de la documentation
Ça, c'est quelque chose qui est intéressant dans le sens où souvent des non-développeurs vont avoir l'habitude d'éditer leur configuration finalement dans des éditeurs un peu enrichis, voire même directement sur des consoles de serveurs. Là où un éditeur de code est hyper adapté pour faire ça, parce qu'il va reconnaître automatiquement la syntaxe, pouvoir la corriger au besoin, et même fournir la documentation nécessaire sans aller passer directement par un autre linéaire. Enfin, l'éditeur VS Code, il permet une intégration avec Kubernetes. On va pouvoir se connecter à n'importe quel cluster finalement via la configuration classique. Selon évidemment les droits de notre profil, on va pouvoir accéder aux différents objets du cluster. On va pouvoir interagir directement avec ces objets, faire du get, du delete, scaler certaines ressources, etc. On va pouvoir récupérer notamment directement les configurations YAML de nos objets, ce qui va être intéressant quand on sait que les configurations elles peuvent être assez importantes et compliquées à transporter. Du coup, ça va permettre un très bon accès aux développeurs, aux administrateurs, à toutes ces ressources Kubernetes sans aller passer par des lignes de commande à la main ou aller se connecter à différentes interfaces. Donc, le VS Code, il a vraiment beaucoup d'autres fonctions, les raccourcis, les tâches, etc. On va pouvoir utiliser, que je n'ai pas abordé ici. C'est un outil qui est disponible sous Windows, Linux, Mac, sur tous les OS, donc n'hésitez pas à le tester. C'est vraiment qui est excellent pour les DevOps. En deuxième partie, l'installation des applications. Aujourd'hui, dans un cluster Kubernetes, et dans Kubernetes, on a un problème pour décrire les applications, parce que c'est compliqué. Puisque finalement, une application dans Kubernetes, c'est plusieurs dizaines d'objets potentiellement. Que ce soit pour l'installation ou la mise à jour d'applications, ça pose des problèmes. En plus, on va avoir une quantité de données, de variables à indiquer en plus, que ce soit simplement des noms, des versions, ou même des notions d'accès, des mots de passe, des comptes, etc. On n'a pas vraiment de standard dans Kubernetes quand on parle d'installation d'applications, même s'il existe, certains éditeurs vont proposer directement des opérateurs pour gérer de façon intégrée à Kubernetes, de façon native Kubernetes, leurs applications. Ça reste assez rare. On a deux cas clients que je vais citer ici. Un premier cas dans le domaine de l'assurance, où finalement où il souhaitait homogénéiser la façon dont ces applications étaient installées et maintenues, et pouvoir également centraliser l'installation et la mise à niveau de ces applications. Un second cas de client, dans un cabinet d'audit cette fois, où il souhaitait installer une application type LAMP dans son cluster Kubernetes. La solution à ça, c'est évidemment Helm, que pas mal de DevOps connaissent. Helm s'articule autour de dépôts qui vont contenir différentes charts. Ces charts correspondent en quelque sorte à des templates d'application. Aujourd'hui, Helm s'impose vraiment comme un standard sur le marché en termes d'installation d'applications. Beaucoup d'éditeurs vont proposer directement leurs charts, leurs fameux templates, leurs charts pour installer leurs applications dans un cluster Kubernetes. Ça facilite énormément l'installation et la mise à niveau, qui vont se faire de façon très simple avec les commandes et même le positionnement des variables. Helm, il a cet avantage aussi de pouvoir gérer la dépendance à d'autres charts, ce qui va éviter beaucoup de travail de réécriture dans certains cas. Et le fait d'organiser cela sous la forme de dépôt, et finalement du code derrière, ça facilite énormément le partage de ces fichiers-là, de ces charts. Il y a certains éditeurs, comme je disais, qui proposent leurs propres charts. Certains éditeurs vont même compiler
une grande quantité de charts pour les mettre à disposition de la communauté. Je peux citer le dépôt Bitnami qui compile énormément d'applications, de bases de données et autres, par exemple. Donc notre cas de client pour un cabinet d'audit où leur besoin était de déployer une application LAMP. Donc évidemment, nous avons mis en place un chart Helm en utilisant l'image Docker de l'éditeur directement pour son application finalement. Côté base de données, LAMP, pour rappel, c'est une application type Apache, MySQL, PHP. Donc pour la partie vraiment application, on utilise l'image Docker de l'éditeur. Pour la partie base de données, on a utilisé un subchart pour gérer toute cette base de données. Le gros avantage qu'on a eu avec ça, c'est que vraiment pour le déploiement de l'application, son redéploiement et même sa mise à jour, ça a grandement facilité tout ça, puisque on s'est retrouvé avec un chart maintenu de façon centrale par les équipes. Et ça a été beaucoup plus simple. Et également, l'usage du subchart pour la base de données, ça réduit considérablement le développement et la manipulation du chart, puisque c'est une partie dont on ne sait pas vraiment, qu'on n'a pas entièrement développé. C'est surtout du paramétrage qu'on a eu à faire. Donc, Helm, c'est vraiment un moyen très simple de mettre ça en œuvre. Un dépôt Helm, ça s'organise un peu de cette façon. C'est assez peu complexe, c'est facile à appréhender. On va avoir une partie template qui vont rassembler les différents objets Kubernetes, une partie charts contenant les sous-charts, dans notre cas un MySQL ou un MariaDB, un fichier important qu'on va retrouver à la racine de values, qui va contenir l'ensemble des variables de mon chart. Et donc tout ça, finalement, c'est vraiment du fichier, c'est vraiment du code, donc c'est très facilement maintenable et partageable sur du dépôt Git ou autre. Ces templates, tous les templates sont soumis à une syntaxe spécifique à Helm, évidemment, mais on reprend de toute façon la configuration, le schéma de configuration des fichiers YAML de Kubernetes, et donc on n'est vraiment pas perdu quand on réalise ça. Donc Helm est vraiment un très bon moyen pour finalement installer des applications de façon un peu unifiée et relativement simple. Donc n'hésitez pas à aller consulter vraiment les dépôts des éditeurs pour voir comment ils proposent leurs installations, voir comment ça fonctionne, et pour pouvoir ensuite créer vos propres charts pour des applications très simples ou plus complexes. En troisième partie, je vais parler du coup du CI/CD avec la solution GitLab. GitLab aujourd'hui, c'est vraiment une solution tout en un qui rassemble à la fois, comme son nom l'indique, j'ai envie de dire, toute une gestion de dépôt Git, qui va également rassembler un certain nombre de fonctionnalités comme du suivi, du tracking avec son système de tickets, la possibilité d'intégrer du registry d'images de conteneurs, ici, ou même de package, la possibilité d'intégrer du CI/CD avec son système de pipeline. Donc, ce pipeline, côté GitLab, va décrire l'ensemble des étapes et des tâches qui vont devoir être réalisées pour faire son intégration au déploiement en continu. On va vraiment décrire tout ça en YAML. On va avoir des applications dédiées à l'exécution de ces pipelines, qu'on va appeler des runners dans GitLab. Et un point important, ces runners peuvent être installés n'importe où. Ils peuvent être à la fois déployés sur des machines virtuelles ou physiques indépendantes. Ils peuvent être déployés directement sur le cluster Kubernetes. Ils peuvent être également déployés localement sur vos postes pour interagir avec n'importe quel GitLab, tant que les flux le permettent. Ces pipelines, ils vont pouvoir se déclencher, on va pouvoir déclencher chacune des tâches en fonction d'événements sur les dépôts de code, que ce soit des commits, des tags, un déclenchement manuel, la modification spécifique de fichiers aussi. On peut avoir des interactions très faciles avec un certain nombre d'éléments, notamment les registries d'images de conteneurs ou les clusters Kubernetes, puisque GitLab permet de les intégrer directement
pour les gérer, ou en gérer une partie en tout cas, dans GitLab. Et donc au niveau des pipelines, on a une intégration, on a vraiment une interaction qui est très facilitée avec ces éléments. Un premier cas dont je voudrais parler, c'est un peu chez OSITEM, on a évidemment des cas de CI/CD relativement classiques. On a également un usage un peu détourné de ce système de pipeline pour automatiser un certain nombre de tâches au niveau des dépôts de code, tout simplement. Et un cas de figure dans le domaine de la finance, qui cette fois est vraiment un cas d'école, qui nous a servi, grâce à GitLab, d'automatiser l'intégration et le déploiement d'un microservice dans un cluster Kubernetes. Et je dis cas d'école, puisqu'on a vraiment des étapes très communes de tests, de compilation, de gestion d'images, de tests de sécurité, pour finalement aboutir à un déploiement vers un cluster Kubernetes, le tout de façon complètement automatisée. Depuis l'interface web de GitLab, on a vraiment une vue très complète sur tous ces pipelines. On a un visuel en temps réel des exécutions. On a un visuel en temps réel des exécutions et des détails et tous les détails qui vont avec. On a également accès à tout cet historique. Et pour chacune des tâches qui sont exécutées, on a un état extrêmement précis. Ici, j'ai quelques exemples dans les images, où notamment sur l'image du dessous, on voit vraiment toutes les tâches qui ont pu être configurées sur un pipeline. Des tâches de test, de préparation, de compilation, pour finalement aboutir à un déploiement. Ici, on a un retour détaillé sur une tâche, tout simplement. On a le détail des commandes qui ont été exécutées, tout le détail des retours, toutes les durées d'exécution, et évidemment pour aboutir finalement à un succès ou une erreur au niveau du pipeline. Au niveau du pipeline, on va pouvoir choisir ce qu'on fait également de ces erreurs, si on continue l'exécution du pipeline ou non en fonction des erreurs. Le pipeline, comme je disais, il est décrit en YAML en termes de code. On va y décrire précisément toutes les étapes et les tâches. Ce système de GitLab nous permet d'avoir des environnements vraiment sur mesure pour chacune des tâches, notamment quand on est dans un mode d'exécution sous la forme de conteneur. GitLab va exécuter toutes ces tâches à l'intérieur d'un conteneur dédié, avec potentiellement une image spécifique pour chaque tâche. Ils vont pouvoir également transférer un certain nombre de données entre les tâches. Il y a des systèmes de cache ou d'artefacts. Le système d'artefacts est assez intéressant pour passer des données d'une étape à l'autre, et va notamment produire de la donnée qui est téléchargeable depuis l'interface web, ce qui va être intéressant dans le cas de compilation de données, par exemple, pour qu'on puisse tout simplement la télécharger librement. Et enfin, ces pipelines vont décrire l'ensemble de l'exécution des commandes pour chaque tâche, et tout en bas, on va avoir par exemple une suite de commandes relativement simple pour appliquer une configuration vers un cluster Kubernetes où on va tout d'abord configurer les accès au cluster pour finalement appliquer le fichier de configuration qu'on a décidé. Ça, c'est un exemple comme un autre. Il existe évidemment d'autres façons de le faire. Donc GitLab, c'est vraiment un outil à tester. Aujourd'hui, il y a une plateforme communautaire qui est accessible, c'est open source, c'est hyper ouvert. On peut même utiliser leur runner de façon gratuite selon leur disponibilité, et même installer ses propres runners sur son PC au besoin dans le cas de test. Il y a une très bonne documentation qui est accessible en ligne également. Donc ça, c'est vraiment un très bon outil à tester qui intègre tout et de façon très simple et très ouverte surtout. En quatrième partie, je voulais parler sécurité. Aujourd'hui, on va avoir une problématique avec les clusters Kubernetes globalement et même les usages de façon généralisée de conteneurs. C'est que le nombre d'images utilisées dans les entreprises et le nombre de versions se multiplient. C'est énorme et évidemment, elles ne sont pas toujours à niveau, pas toujours maintenues, tout simplement. Également, le code des applications, du fait de l'application de pratique d'intégration et de déploiement continu, va changer beaucoup et très vite.
Et ça peut intégrer évidemment des mauvais comportements ou exposer des données, que ce soit d'une façon voulue ou non. Ici, je vais parler de deux cas clients qu'on a pu avoir. Un dans le domaine de l'assurance, où finalement la nouvelle utilisation de conteneurs systématiques pour des applications a créé le fait d'avoir énormément d'images à maintenir, et ça a rendu ces mises à jour système relativement obsolètes, puisque même si ces systèmes de base sont à jour, ces images ne l'étaient pas forcément. Un cas client dans le domaine de la finance, où évidemment l'intégration et le déploiement continu nécessitent des tests de sécurité. Bloquant ou non, en fait, c'est pas forcément le sujet, au moins pour avoir un visuel sur ce qui se passe et pouvoir assigner des tâches de correction aux différents développeurs et acteurs sur le sujet. Le premier outil dont je vais parler, c'est le scanner Trivy. Trivy, c'est vraiment un outil qui est très simple, assez léger, qui nécessite très peu de configuration vraiment, et qui a été vraiment conçu pour être intégré directement sur du pipeline, que ce soit du pipeline GitLab ou d'autres. On parle d'un scanner multifonction puisqu'il va être capable d'analyser du système de fichiers, il va être capable d'analyser de la configuration de type Dockerfile, de la configuration Kubernetes, Vagrant, etc. Et il va pouvoir également, et ça c'est une fonctionnalité qui nous intéresse, analyser les images, tout simplement. Il se base sur des bases CVE pour indiquer clairement les niveaux d'alerte qu'il repère, ainsi que la liste des vulnérabilités. Ici, on a un exemple sur un premier résultat, donc de test d'une image de notre cas client, d'une image d'une application qui n'avait jamais été testée et qui finalement fait ressortir énormément d'erreurs d'un coup. Le problème qui est visible ici et que ça met en avant, c'est que son image n'est clairement pas maintenue. Donc le nombre d'erreurs peut faire peur. On a un peu plus de 700 erreurs de repérer, dont plus d'une centaine en criticité haute et plus d'une centaine en criticité haute et très haute. Ici, la plupart de ces défaillances vont juste pouvoir être corrigées en mettant à jour la base de son image finalement. Et ensuite, évidemment, tout le reste des erreurs devront être corrigées. Tout ce détail des erreurs est toujours accessible. La deuxième image, une exécution en type CLI plutôt. C'est typiquement le genre d'exécution qu'on peut avoir sur un pipeline. On a vraiment la liste des erreurs qui est à disposition, le détail de quelle vulnérabilité et le niveau d'alerte, avec le lien vers leur base de données pour avoir vraiment le détail de cette erreur. Ici, c'est l'image qui sort directement du pipeline et qui ressort en erreur puisqu'on a une criticité qui apparaît en haut. Le deuxième outil dont je vais parler, c'est plutôt un outil qui est orienté vers le code, qui s'appelle SonarQube, et qui est là pour tester vraiment la qualité et la sécurité du code. SonarQube, il est assez simple à mettre en œuvre, un peu comme Trivy, il va nécessiter assez peu de configuration, et il va produire différents indicateurs de qualité de code. Il a une interface web, à l'instar de Trivy, qui ne dispose pas d'interface de base pour visualiser ses tableaux de bord selon les projets. SonarQube a cet avantage d'intégrer plus d'une vingtaine de langages de programmation différents, avec des règles spécifiques pour chacun des langages. Il s'intègre parfaitement à du pipeline, que ce soit encore une fois du GitLab ou d'autres. Il fournit même de la documentation pour s'intégrer dessus. Et un des gros avantages que j'ai vu avec cet outil, mais qu'on peut repérer avec un outil comme Trivy, c'est qu'on a vraiment un lien direct à l'utiliser, puisqu'il va être capable de remonter directement des problèmes de façon très rapide. Il va permettre même en un sens d'automatiser de la revue de code dans certains cas et de détecter toute une série de bugs, de failles de sécurité qui ne sont pas forcément mis en avant lors de l'utilisation, par exemple, de tests unitaires ou fonctionnels dans du code. Donc on a une toute petite configuration qui est nécessaire à la mise en place.
Je vais passer vite dessus. On a la configuration du pipeline au-dessus et une configuration locale au niveau du projet en dessous qui va servir notamment à indiquer les sources de base à analyser et l'emplacement de rapports de test que SonarCube peut également analyser. On a un tableau de bord qui est disponible par projet pour indiquer pour montrer ces différents indicateurs, ces différentes notes. Il va tester vraiment la qualité sur différentes sections qui sont assez pertinentes. Tout ça est disponible sur l'interface. On va pouvoir alerter les différents acteurs du projet, développeurs ou même managers finalement, sur toutes les failles qu'ils détectent. On va pouvoir même personnaliser les règles, toutes les règles de test, et notamment une règle basique par exemple de test de code coverage qui va être assez haute par défaut. Sur la gauche, un exemple d'erreur qui peut remonter. Ici, une erreur qui est remontée comme haute, une erreur de sécurité, où il va m'indiquer qu'un mot de passe est potentiellement placé en dur, dans le code, et donc il faut le corriger. Donc vraiment, ces outils-là, c'est des outils qui sont très simples à tester, que ce soit pour du local, du développement, des environnements de développement, de l'environnement local ou de la production. On a vraiment un avantage direct à l'utiliser, donc je vous invite vraiment à tester ces deux outils qui peuvent être utilisés de façon très très simple. Une dernière partie sur la centralisation des événements, enfin. Donc, l'utilisation de cluster Kubernetes apporte différents problèmes. Le premier, c'est qu'on a une grande abstraction. Kubernetes apporte une très grande abstraction, c'est-à-dire qu'une application composée, comme je le disais avant, de dizaines d'objets, de pods, de volumes, de services, etc. Et ça va rendre, que ce soit pour un administrateur Kubernetes ou un administrateur système pas forcément formé sur Kubernetes, ça va rendre un debugging assez complexe en cas de problème. On a des indicateurs de monitoring classiques qui ne vont pas suffire. Kubernetes va nécessiter une surveillance un peu particulière du fait notamment de la volatilité de ses ressources. Toutes ces ressources, elles sont très volatiles, elles peuvent se déplacer énormément au cours de leur vie, et notamment un pod qui peut être déplacé, remplacé, supprimé, recréé de façon complètement automatique. Et donc ça va amener à un autre problème également, c'est que la lecture des événements, ne serait-ce qu'au niveau d'un pod par exemple, peut être problématique si on n'a aucune solution de centralisation, dans le sens où un conteneur qui est détruit peut amener à de la perte de données si ce n'est pas géré correctement, et notamment de la donnée de log. La première réponse à ça, et là c'est quelque chose d'assez classique finalement, la solution Prometheus Grafana. Prometheus, c'est de la supervision, va amener une supervision dite en réel finalement, au niveau du cluster Kubernetes, et ça va vraiment permettre de suivre au plus près toutes les ressources Kubernetes. Prometheus, il ne va pas nécessiter particulièrement d'agents pour monitorer toutes ces ressources. Il va se baser, c'est lui-même qui va chercher toutes ces informations via des API REST qui lui sont mises à disposition. Et les différentes métriques que Prometheus va agréger peuvent être intégrées sur des outils de monitoring existants du marché, des outils plutôt classiques. L'intégration des applications tierces peuvent se faire de façon assez simplifiée, et notamment des applications qu'on aurait installées via du dépôt Helm, comme je disais tout à l'heure, où certains éditeurs vont proposer directement des options d'intégration de leurs applications vers Prometheus. Donc ça, c'est assez intéressant. Enfin, Prometheus, il va permettre de gérer la configuration de l'alerting ainsi que toute la gestion des alertes. Prometheus, on le retrouve beaucoup couplé avec Grafana, Grafana qui va apporter une couche d'interface graphique. Prometheus, il apporte une interface graphique qui est très, très minimaliste, qui ne permet pas de faire grand-chose. Grafana, lui, va permettre vraiment de visualiser toutes ces données. En fonction des environnements, on va avoir plus ou moins de tableaux de bord mis à disposition, et tous ces tableaux de bord sont personnalisables. Grafana va permettre évidemment de gérer tous les accès des différents administrateurs, et il va donner également une interface à d'autres fonctions, comme pour pouvoir gérer un autre type d'alerting, de pouvoir requêter directement la base, etc.
Donc ça, c'est vraiment des outils très classiques, très répandus, qui sont à minima à connaître. La deuxième partie, là encore une fois, c'est deux outils très classiques. Je vais parler du stack, de la stack Elasticsearch Kibana. C'est vraiment deux outils qui sont très très répandus aujourd'hui sur le marché et qui sont couplés souvent à des outils comme Logstash ou Fluentd. On va parler de stack ELK ou EFK. Elasticsearch, c'est le moteur de recherche dans cette stack. C'est lui qui intègre la donnée et qui fournit un moteur de recherche très performant qui peut être mis à disposition sur une installation distribuée en fonction de son volume de données. Il va fournir des performances extrêmement bonnes. Kibana, c'est l'interface qui a été développée pour Elasticsearch par le même éditeur. Et un peu à la façon d'un Grafana, il va permettre évidemment différentes vues de texte, de graphiques, l'accès à des fonctions de recherche, la personnalisation des accès, des tableaux de bord, etc. Fluentd ou Logstash, eux, on va parler d'ETL. Et là, c'est vraiment la partie qui nous intéresse côté Kubernetes, puisque c'est l'élément qui va être positionné sur nos clusters. C'est lui qui va agréger toutes les données, qui va les filtrer, les transformer pour les envoyer à Elasticsearch. Et donc, on va vraiment pouvoir avoir du logging sur mesure grâce à ça. Sur la première image ici, on voit une interface Kibana assez simple sur une recherche. Donc, l'interface Kibana, elle permet toute l'organisation des résultats, une recherche assez précise dans tous ces champs, dans tous ces index. L'outil est plutôt bien fait, même s'il peut paraître assez compliqué à première vue. Sur la deuxième image, c'est pour illustrer le côté sur mesure de l'ETL. Ici, donc Fluentd, une configuration Fluentd. On va pouvoir filtrer tous les logs, n'importe quel type de log qu'on peut avoir en entrée. Certains vont être très communs, facilement reconnus, comme du log Apache, du log de base de données. Et quand on va avoir des applications métiers, des applications maison, avec des systèmes de log un peu maison, on va pouvoir vraiment filtrer complètement et transformer tous les logs qu'on peut avoir en entrée grâce à ces ETL. Un cas client assez intéressant qu'on a eu pour de l'hébergement de site web où notre client est en train de changer son infrastructure vraiment historique legacy vers un cluster Kubernetes. Tout ça, évidemment, va nécessiter une supervision importante au niveau du cluster et évidemment de l'alerte globale de son cluster, mais également une supervision et de l'alerting au niveau de ses applications critiques, comme son API, ses bases de données, ses mails, son mailing, etc. Le tout couplé avec une gestion de notre outil de supervision plutôt historique sans Centréon. Également, au niveau des logs, on parle d'une infrastructure legacy avec pas mal d'historique. Le fait déjà d'apporter une interface unique dans la gestion des logs grâce à Elasticsearch est importante. Et ensuite, on va pouvoir fournir de façon détaillée et vraiment sur mesure tous les logs du cluster, ces différents logs applicatifs, des logs d'accès web, puisqu'on parle du métier d'hébergement de sites, les erreurs de différentes sources et tous les usages de son API de pilotage. Voilà, au niveau de la centralisation des événements, Prometheus Grafana pour le monitoring, Elasticsearch, Fluentd, Logstash. Au niveau des événements, ce sont des outils très classiques, très répandus. Il faut vraiment à minima les connaître et il ne faut pas hésiter à les tester. En conclusion de tout ça, ce que disait Thibaut tout à l'heure, c'est que le marché aujourd'hui offre énormément, des centaines de solutions différentes pour tout ce qu'on veut faire. Et je vous invite à aller consulter tout simplement Landscape CNCF qui offre un aperçu de tout ça. C'est assez impressionnant et assez intéressant de voir la diversité des outils qui existent. On n'a ici aucun choix technique qui est définitif. Moi, je vous cite 5 outils aujourd'hui qu'on utilise de façon assez active au niveau de nos projets et chez nos clients. Mais demain, du CI/CD, GitLab, on va pouvoir l'éclater sur différentes solutions. De la même façon, on peut ajouter d'autres solutions comme Vault au niveau de la sécurité et bien d'autres, tout simplement, à toutes les couches. Tout est interchangeable.
Je vais prendre le relais, du coup, une petite minute, justement, pour vous donner un petit peu plus de visibilité sur comment on forme, comment on certifie les personnes qui travaillent au sein du pôle innovation et performance et qui veulent évoluer sur la culture DevOps. David a déjà cité une source qui est le CNCF, pour Cloud Native Computing Foundation. Et concrètement, il y a pas mal de certifications comme CK, CKAD, KCSP, CKS. Et en fait, pour obtenir votre certif, vous vous retrouvez devant un examinateur, vous êtes surveillé en webcam et vous devez faire votre code, quoi. Donc, c'est pas du tout du QCM, c'est vraiment du lab. Et ça, vous avez le choix de le faire soit vous-même en direct, soit de passer par votre entreprise. Il y a des coûts qui sont plutôt réduits de l'ordre de 600 € pour la plupart des formations. L'autre partenaire avec lequel on travaille, c'est M2I. Encore une fois, ce n'est pas du tout une liste exhaustive des partenaires avec lesquels on travaille et ce que vous pouvez trouver aujourd'hui sur le marché pour vous former. Mais voilà, on a confiance en ces deux partenaires dans le sens où il y a pas mal de personnes de notre équipe, David inclus, qui a suivi ses cours, qui a passé ses certifications. Et c'est pour ça qu'on les recommande aujourd'hui. Donc voilà, l'objectif là, c'était vraiment de vous donner deux pistes pour creuser. Et j'avais vu que dans le chat, c'était notamment la question de Michael. Donc j'espère avoir répondu en partie à ta question, Michael. On va enchaîner du coup sur les questions. Il y en a eu pas mal et Daniel a été très actif sur le chat. Sa première question était plutôt sur la première partie de ta présentation. Il demande, avez-vous une petite liste de plugins VS Code incontournables dans l'optique d'une culture DevOps? Aujourd'hui, moi, j'utilise vraiment activement tous les plugins que je cite, en fait. Le plugin Docker, le plugin Kubernetes, le GitLab. Le GitLab peut-être un peu moins, mais vraiment le plugin Docker, le plugin Kubernetes, pour moi, apporte une vraie plus-value dans le sens où on ne va pas avoir besoin de switcher en permanence d'outils, de console en console, d'interface en interface pour aller gérer des choses simples, même récupérer des configurations simples en fait. C'était une autre question aussi de la part de Daniel. Il remarque qu'il y a pas mal d'images Docker qui sont root. Comment faites-vous pour les rendre rootless si l'image est faite à la main? Il faut changer l'utilisateur sur l'image. Je ne suis pas forcément sûr de comprendre très bien la question. On va continuer les questions. Daniel, n'hésite pas à rebondir du coup là-dessus. Il y avait une autre question qui était liée à SonarQube. On demandait si SonarQube était appelé pendant le pipeline GitLab. Oui, maintenant on intègre SonarQube directement au niveau de notre pipeline GitLab. Et de façon même bloquante ou pas en fait, ça va dépendre des cas. Dans certains cas, on va le laisser sur un mode passable, même en cas d'erreur, et dans d'autres cas, on va vraiment le rendre bloquant. Pourquoi? Et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que sur des projets un peu historiques, quand on lance SonarQube, on va se retrouver avec des milliers d'erreurs et on est perdu. Mais ça vaut quand même le coup de l'intégrer. Et petit à petit, évidemment, corriger les erreurs. Mais tout ça ne pourra pas se faire du jour au lendemain. Et on ne peut pas bloquer une intégration, surtout sur un projet historique, parce qu'on a des centaines d'erreurs en fait, qui sont remontées par un nouvel outil. Mais cet outil-là, il va permettre malgré tout de pouvoir gérer et assigner les différentes tâches de correction aux différents acteurs du projet. Donc oui, c'est quelque chose qu'on intègre à nos pipelines. Et qu'on rend bloquant sur certains projets et passable sur d'autres. Est-ce qu'on peut dire que Fluentd joue le rôle de Logstash? Oui, complètement. Il y a Elias qui s'interroge, du coup, est-ce qu'on peut avoir un exemple concret qui montre l'intérêt d'Elasticsearch? Question très générique. Un exemple concret, en fait,
le premier intérêt pour moi, c'est vraiment la centralisation de tous les logs. Et finalement, on va avoir vraiment cet outil central. Il en existe d'autres, des outils de centralisation. Aujourd'hui, Elastic, il apporte vraiment une couche de modernité là-dedans, dans le sens où il est entièrement pilotable par des API. Et au-delà de ça, il a juste des performances qui sont époustouflantes. Voilà. Alors, là, moi, je n'ai pas forcément d'exemple sous la main sur des gros volumes de données pour illustrer ces performances, mais c'est ça qui va être intéressant. Daniel demande comment est-ce qu'on récupère les logs depuis les pods pour les stocker dans Elasticsearch. Parce que du coup, il n'y a pas d'agent tel que Filebit qu'on utilise. Il y a différentes solutions. Une idée, par exemple, ça peut être tout simplement d'avoir un mode en tail sur les logs de ces conteneurs, et ensuite de filtrer en fonction de ce qu'on veut. Une question sur GitLab. La solution GitLab n'a-t-elle pas déjà une fonction intégrée permettant de contrôler la qualité de code plutôt que d'utiliser SonarCube? Ça dépend des licences qu'on a avec GitLab pour le coup. Sur la licence open source, je ne crois pas que ce soit le cas. Ensuite, c'est pas pour le coup, c'est pas une solution que j'ai déjà testée au niveau GitLab. Il me semble bien qu'effectivement ça existe. Après, je pourrais pas en dire beaucoup plus là-dessus. Il me semble que malgré tout, c'est soumis à licence. Ok. Du coup, entre-temps, on a Daniel qui a un peu précisé sa question sur les images de tout à l'heure. Il précise, c'est surtout qu'en changeant l'utilisateur avec l'instruction user, ça peut générer des dysfonctionnements liés aux droits écriture-lecture. C'est surtout dans votre approche de gérer les droits sur les dossiers une fois l'utilisateur changé. Sachant que sa question, c'était pas mal d'images Docker sans route, comment faites-vous pour les rendre rootless? Ce qu'elle est, il faudrait que je précise éventuellement les problèmes que tu as. Pour moi, c'est beaucoup du cas par cas en fait à chaque fois. Sur les applications, on a des applications, on a vraiment zéro problématique à modifier l'utilisateur. Daniel, je t'ai donné l'autorisation pour intervenir avec ton micro si tu veux préciser. Est-ce que tu es toujours là, Daniel? Si oui, tu es en mute. Allô, vous m'entendez? Ouais, ça y est, on t'entend. Oui, désolé, c'est vrai que j'ai un peu de mal à synthétiser la question. En fait, c'était. Alors, déjà, merci pour les retours, c'était très clair hein, de mon point de vue. C'était surtout, en l'occurrence, je comprends ce que tu dis par rapport au fait que ça pose pas de problématique de façon systématique, mais ça m'est déjà arrivé. Après, je suis un peu débutant avec tous ces produits, hein, mais en créant des images, en voulant changer l'user, donc partir de l'UID 0, je le changer par un autre au-dessus de 1000. J'ai pu avoir accès en fait à certains répertoires qui sont nécessaires à mon applicatif. Enfin, alors là, j'ai pas d'exemple en tête là tout de suite, mais du coup, mon applicatif qui n'arrivait plus à atteindre en fait des dossiers, parce que bon, avant ça posait pas de problème, j'étais root, donc aucun souci. Je vois à peu près. Peut-être que c'est l'architecture même de l'application qui pose un peu problème à ce moment-là en fait. Et du coup, n'est pas forcément aussi simplement transférable vers l'image. Donc il y a peut-être un autre travail à mener aussi. D'accord, tu penses directement d'un point de vue de l'architecture de l'appli, quoi. Un problème encore en amont, quoi. Ouais, c'est ça. D'accord, ok, ouais, je vois. Et pour info, Daniel, il y a Lung Gao qui t'a fait une réponse sur justement ta question d'image. Ouais, je viens de voir, en effet, je ne savais pas du tout. Ça marche. Bon, merci Daniel. Non, merci à vous, merci pour le retour en tout cas. Est-ce qu'on a d'autres questions avant de terminer ce webinaire? Bon, j'en profite en attendant une minute pour voir s'il y a des dernières questions avant qu'on raccroche. Pour vous dire que le replay il sera accessible, alors on le retrouvera sur notre page LinkedIn, c'est une certitude, il sera aussi accessible sur notre blog. Et sur notre blog, vous trouverez aussi, et ça va être accru dans les prochaines semaines et les prochains mois, des articles assez poussés sur les pratiques DevOps,
et ce ne sont pas des articles qui vulgarisent forcément ou qui sont à destination de gens comme moi, mais plutôt voilà, de personnes techniques. Donc on vous encourage aussi à regarder, puisqu'on essaye de mettre ces informations à jour assez régulièrement. Je vois qu'il y a quelqu'un qui tape une question. On va peut-être attendre de voir ce que ça donne, et puis ensuite ce sera la dernière question. C'était un leurre. Bon, merci. Quelqu'un qui l'a vu la main. Alors, voilà une question. Le passage du sysadmin au DevOps est-il assez important? Ça va un peu dépendre du contexte dans lequel tu évolues en tant que sysadmin et de ton propre intérêt en la matière. J'ai envie de dire, moi, typiquement, à la base, je suis développeur et un pur développeur. J'ai pas spécialement de vocation système. Et par la force des choses et de mon travail, j'ai un peu, je vais pas le glisser vers de l'administration système, mais c'était vraiment quelque chose de conjoint avec mon travail de développeur, qui ensuite a commencé à se tourner petit à petit vers le DevOps. Tout simplement parce qu'il y avait des réflexions autour des architectures, des applications, de la construction des images. Et voilà, donc moi c'est quelque chose qui, pour le coup, s'est opéré de façon assez naturelle, d'autant que j'ai un bon... moi c'est des sujets qui m'intéressent énormément. Le passage vraiment du sysadmin au DevOps, il est quand même important dans le sens où c'est pas, on va commencer à toucher à des notions qui sont très particulières. Très particulières et vraiment très DevOps, avec des nouveaux outils, des nouvelles façons de faire. Donc faut commencer à se documenter, faut commencer à tester les outils, et petit à petit après les choses viennent aussi. On va s'arrêter là. Je vois pas d'autres questions et on a un petit peu dépassé. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci à vos questions également. On espère que vous avez trouvé ça intéressant, que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas, on vous laisse nos coordonnées aussi pour que si vous voulez rebondir sur des échanges qu'on a eus, David, tu peux aller à la fin de l'après, je crois qu'on a nos coordonnées. Si vous voulez pousser un petit peu plus loin l'échange, vous avez notamment les coordonnées de David. Si vous posez des questions sur l'aspect DevOps, sur Cube ou sur toutes les technos, tous les outils qu'il a mentionnés aujourd'hui, n'hésitez pas à le contacter. Si vous avez des questions sur le parcours, la formation, ou si vous recherchez des opportunités de DevOps, vous avez également les miennes. On en reste là. Et puis, écoutez, je vous souhaite une bonne continuation dans le monde DevOps et puis à très bientôt. Au revoir, merci à tous.